Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire organisé en coopération avec notre partenaire F5. Webinaire qui a pour titre « Décrypter les flux SSL entrants et sortants en entreprise ». Et bien sûr, webinaire au cours desquels on essaiera de répondre à diverses questions, comment s'organiser et avec quelles solutions. Conçu pour ajouter une couche de sécurité aux communications dans l'entreprise, les flux, que ce soit d'ailleurs TLS ou SSL, peuvent être utilisés comme un véhicule d'attaque dissimulé. Bien sûr, et nous en parlerons d'ici quelques minutes, des solutions existent pour se prémunir de ce type d'attaque sur les communications. La discussion s'articulera autour de 3 axes. D'abord, nous parlerons et nous évoquerons les nouveautés autour du chiffrement, puis ensuite, nous évoquerons les attaques chiffrées, les défis que ce type d'attaque ne manque pas de poser. Et enfin, troisième temps, la visibilité du trafic et l'orchestration. À ce titre, d'ailleurs, je rappelle que nous aurons, vous aurez d'ailleurs, vous qui nous écoutez et qui êtes connectés avec nous, la possibilité de poser des questions. Vous pourrez le faire d'ailleurs tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin. Dans le cadre de ce webinaire et pour nous permettre de répondre à toutes ces questions, à toutes celles que vous ne manquerez pas de poser à la fin, il y a d'abord avec nous Harry Clanbourg, qui est Senior System Engineer chez F5 Network. Harry, bonjour. Bonjour à tous. Et également Jérôme Seize, consultant sécurité, fondateur d'Op4 Intelligence, qui est aussi expert de consultant sécurité d'Informatic News. Bonjour à tous. Très bien. Alors, pour commencer, Jérôme, quel est l'état des lieux qu'on peut faire en matière de chiffrement ? Alors, de chiffrement sur le web, l'état des lieux est simple et je pense que tout le monde s'en rend compte quotidiennement. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des échanges, des sessions web est chiffrée. Ce n'était pas le cas encore il y a quelques années de ça et on a vu, alors sous une double pression, d'abord une pression évidemment réglementaire. Beaucoup de réglementations ont commencé à la suite des grandes fuites de données, évidemment, ont commencé à imposer, on parle du GDPR mais aussi du PCI DSS avant et d'autres, ont imposé que des flux soient chiffrés. Et puis il y a eu des associations aussi, on en parlera un peu plus tard, qui ont milité pour chiffrer un maximum de trafic sur le web. Donc aujourd'hui, et ça se constate tous les jours, il suffit de regarder son petit cadenas vert dès qu'on surfe, l'écrasante majorité des sessions sont chiffrées. Donc on est sur du SSL TLS, et quelle que soit la version, et on verra que la version est importante aussi un peu plus tard, mais quelle que soit la version, on est sur du SSL TLS en permanence quasiment. On est à 89%, comme vous le voyez, de sessions selon F5 Labs, et tous les chiffres que l'on peut avoir d'autres sources sont à peu près équivalents. Évidemment, le chiffrement, c'est bien, ça a du bon, mangez-en, comme on dit. Ça aide évidemment à assurer la confidentialité des données pour tous les utilisateurs dans toutes les utilisations. Mais le souci, c'est que, et comme toute technologie d'ailleurs, dès qu'une technologie se propage et se diffuse très largement, les attaquants s'y intéressent de près et tentent de la détourner. Alors, le chiffrement n'a pas fait exception à la règle, malheureusement, et aujourd'hui, si on s'intéresse uniquement au phishing, on verra qu'il y a d'autres menaces, mais si on s'intéresse uniquement au phishing, donc l'usurpation d'un site, de manière à y diriger des victimes pour récupérer les données qu'elles pourraient y saisir, voilà, on a quasiment 93% des sites de phishing qui utilisent un certificat SSL, donc qui permettent de chiffrer la donnée. Ce qui fait que tous les bons conseils qu'on donnait dans l'entreprise en disant avant de vous connecter à un site, vérifiez bien que le petit canal vert est là, etc. Tout ça tombe un peu à l'eau parce que le petit canal vert, il est toujours là et ces sites exploitent des certificats qui sont valides. Donc, il n'y a pas d'erreur sur le navigateur. On retrouve aussi ce recours au SSL pour les malwares.
Donc les malwares, une fois qu'ils sont installés sur le système d'information, sur un poste de travail par exemple dans l'entreprise, ils vont se connecter à l'extérieur. Déjà parce qu'il faut qu'ils récupèrent des instructions, qu'ils récupèrent des modules, des composants, et puis ensuite parce qu'il faut qu'ils puissent exfiltrer de la donnée. Eh bien cette connexion-là aussi, majoritairement, alors là on a un chiffre de 68%, toujours selon le F5 Labs, globalement c'est à peu près ça, on en a vu même des fois un peu plus haut, des estimations un peu plus hautes, ces connexions-là aussi sont chiffrées. C'est-à-dire que là pour le coup on est vraiment aveugle sur ce qui se passe. Globalement, on essaye en général de qualifier la menace en regardant qui discute avec qui et est-ce qu'on est sur des adresses IP qui appartiennent à des coins sombres du net ou en tout cas des terminaisons qui sont connues pour être utilisées dans des attaques. Mais en tout cas, on est aveugle, l'entreprise est aveugle sur ce qui passe réellement dans le tuyau. Alors, ce qui nous amène évidemment à essayer de comprendre comment on en est venu à avoir, alors d'une part, tous ces certificats, alors tout ce chiffrement SSL qui a vraiment pris de l'ampleur, et on le voit, hein, le taux de certificats actifs monte de manière très rapide. Tout ça, c'est lié essentiellement à une initiative, qui est l'initiative Let's Encrypt, qui a permis à tout un chacun de pouvoir récupérer un certificat valide, puisque Let's Encrypt est une autorité de certification reconnue, incluse dans tous les navigateurs. Et donc, tout un chacun peut avoir pour un domaine, donc un site web qu'il exploite, un certificat qui sera un certificat SSL, qui permettra de chiffrer son trafic via HTTPS SSL, TLS, pardon. Et le tout sera valable, sera reconnu par tous les navigateurs et sans qu'on lui demande grand-chose, puisque la seule chose qui est demandée finalement par l'autorité de certification Let's Encrypt, c'est de prouver qu'on contrôle bien le nom de domaine derrière. Et ça, c'est assez simple, hein, il suffit de mettre n'importe quel site en ligne, on contrôle le nom de domaine, quel qu'il soit, et on peut obtenir un certificat gratuit. Donc, c'est très bien pour tous les développeurs, c'est très bien pour les gens qui ont de faibles moyens et qui veulent quand même mettre en ligne un site avec un minimum de sécurité, qui offre en tout cas un minimum de sécurité à leurs visiteurs. Le souci dans tout ça, c'est que les attaquants s'y sont mis aussi, et qu'aujourd'hui, Let's Encrypt est clairement utilisé par énormément de sites malveillants, encore une fois, parce que ça ne demande rien. Et c'est assez pervers parce que aujourd'hui, un certificat HTTPS, un certificat SSL commercial, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher, mais en même temps, ça coûte cher parce qu'il y a des vérifications derrière, parce que l'autorité de certification va demander des choses, il y a des échanges email, elle va demander, si c'est au nom d'une société, par exemple, elle va demander potentiellement des extraits de cabis, des choses comme ça. Et beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ne veulent pas dépenser ces sommes-là pour avoir un certificat SSL, se retournent vers Let's Encrypt. Mais du coup, la valeur de la validation qui est faite par les autres diminue, puisque n'importe qui peut avoir un certificat gratuit, malheureusement. Alors bon, tout le monde utilise du Let's Encrypt. Maintenant, il faut voir que, alors on a dit tout à l'heure, on vient de dire à l'instant que n'importe qui peut avoir un certificat gratuit. Si on réfléchit avec l'esprit d'un malveillant, on voit que un certificat SSL valide gratuit pour n'importe quel site, ça veut dire que quand on arrive à imiter le site, le nom de domaine, par exemple d'une banque, alors là on voit à l'écran PayPal, et c'est un très bon exemple, n'importe qui peut déposer un compte-paypal-fr.net, ou point n'importe quoi, n'importe qui peut le faire. Il y a beaucoup trop de variations de nom de domaine pour chaque nom de société, pour qu'une société puisse tous les déposer. Et donc, avec un nom de domaine, en déposant soi-même un nom de domaine qui contient le mot PayPal d'une manière plus ou moins créative, on va pouvoir avoir un certificat SSL qui va être à ce nom-là. Et là, on va pouvoir faire un phishing qui est de bien meilleure qualité que ce qui était possible avant. Et alors, je terminerai sur cette partie-là, cette partie plus d'escroquerie, on va dire, en notant qu'il n'y a pas que Let's Encrypt. Donc, on parle beaucoup de Let's Encrypt parce que, évidemment, c'est celui qui est le plus demandé, le plus utilisé, à la fois par le grand public, mais aussi donc, par les malveillants. Mais aujourd'hui, si on se penche sur... alors, on a fait le test en fin 2018 sur les 5 plus grosses places de marché sur le dark web.
les vrais faux certificats SSL qui n'étaient pas du Let's Encrypt et qui venaient effectivement d'autorités de certification reconnues au commercial se vendent de manière largement plus importante, en plus grand volume, que même les 0D, les failles 0D, mais bon, elles coûtent beaucoup plus cher, ou même toutes les offres de ransomware as a service, dont on a beaucoup parlé à une époque. Et bien aujourd'hui, la vraie star sur les marchés du dark web, c'est des vrais faux certificats SSL. C'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter un nom de domaine avec derrière un certificat qui va bien et qui n'est pas un certificat Let's Encrypt, mais qui est bien un certificat d'une autorité de certification. Alors, une autorité de certification qui a été compromise à un moment donné, par exemple, par une compromission interne, une complicité interne ou une intrusion externe. Mais encore une fois, ça montre que cette capacité d'avoir un nom de domaine réglo, un nom de domaine qui usurpe un nom connu, de marque connue, avec un certificat, y compris commercial associé, c'est quelque chose que les criminels recherchent réellement et ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Merci Jérôme. On va continuer à rentrer un tout petit peu plus dans le détail, cette fois-ci avec Harry. Quels sont les risques en matière de chiffrement? Je le disais en introduction, hein, c'est que le chiffrement maintenant peut être utilisé, qu'il s'agisse de SSL ou de TLS, comme un véhicule pour des attaques. Voilà, quels sont les risques et à quoi peuvent s'attendre les entreprises? Alors effectivement, donc comme l'a dit Jérôme, un bon chiffrement est bien sûr tout à fait nécessaire sur tous les sites web, puisque ça va augmenter la sécurité des noms du trafic à destination des sites web en question, en chiffrant et en authentifiant le trafic. Très bien. Donc oui, donc je disais effectivement, donc le chiffrement est quelque chose effectivement aujourd'hui incontournable en termes de sécurité. Des applications, qu'elles soient effectivement disponibles sur Internet ou mises à disposition sur les data centers des entreprises. Mais d'un autre côté, comme effectivement l'a dit aussi Jérôme, le fait que tous les flux soient chiffrés va amener en fait des nouvelles challenges en termes de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que traditionnellement, comme on le voit sur le slide à l'écran, sur les réseaux d'entreprises, on voit déployer un certain nombre d'équipements de sécurité qui vont filtrer le trafic et qui sont disposés donc de manière inline pour récupérer le trafic, l'inspecter et valider qu'aucune menace effectivement se présente dans le trafic. Donc ça aussi bien pour du trafic entrant que sortant de l'entreprise. Donc ça c'est très très bien puisqu'effectivement ça va permettre de valider le trafic et de bloquer éventuellement les attaques. Mais le problème c'est qu'avec le trafic qui est de plus en plus chiffré, une grosse partie des acteurs en termes de sécurité et des produits qu'on voit effectivement déployés dans les infrastructures des organisations ne vont soit pas avoir du tout des capacités de déchiffrement, soit vont être tellement impactés en termes de processus quand le déchiffrement va devoir être fait sur les plateformes en question, qu'en fin de compte, le déchiffrement va pas être possible. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'un certain nombre de flux ne va pas pouvoir être inspecté. Et si le flux ne peut pas être inspecté, bah, tout simplement, ça va créer une ouverture potentielle pour que des attaques ou des menaces puissent effectivement arriver sur le réseau de l'entreprise, soit à travers des menaces internes, soit à travers du surf sur Internet qui pourrait effectivement engendrer du téléchargement de fichiers malicieux ou autres. Ce qu'on voit émerger, effectivement, c'est un certain nombre d'attaques qui peuvent être diverses et variées. Donc, une première d'entre elles, donc si tu peux effectivement animer le slide, c'est le principe du phishing, qui va être utilisé pour pouvoir, en général, essayer d'infecter des postes utilisateurs en faisant en sorte de télécharger sur les navigateurs du code malicieux, ce qu'on appelle traditionnellement des malwares. Donc, le principe est assez simple. Un email est envoyé à un utilisateur. L'email contient un lien ou un fichier attaché qui est malicieux. Et bien sûr, dès que l'utilisateur va activer le lien ou le fichier, bah, le code malicieux, le malware, va infecter le poste utilisateur. Et la première chose que va faire le malware, c'est qu'il va d'abord essayer d'initier des communications vers ce qu'on appelle un ou plusieurs serveurs de commande et de contrôle.
Donc le but du jeu du malware, c'est effectivement dire aux pirates, coucou, j'ai réussi à m'installer sur le poste utilisateur, qu'est-ce que je dois faire? Donc ces premières communications sont très importantes et bien sûr, elles vont utiliser du SSL ou du TLS. Tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, pour essayer de bypasser les contrôles de sécurité. Donc ça, c'est une étape très très importante qu'on n'arrive généralement pas forcément à identifier, mais qui serait intéressant à identifier pour pouvoir bloquer tout de suite l'attaque dès son initiation. La deuxième étape du malware, c'est une fois qu'il s'est connecté au serveur de commande et de contrôle, c'est de recevoir des ordres de ce fameux serveur. Donc ça peut être des ordres de bouger de bouger latéralement sur le réseau, ça peut être de voler des données, ça peut être par exemple d'envoyer du trafic ou des données en dehors de l'entreprise, etc., etc. Donc bien sûr, ça aussi, ça va se faire à travers des données chiffrées avec du SSL ou du TLS. Donc ici, on voit bien que le but du chiffrement utilisé par le malware, c'est encore une fois essayer de se dissimuler au maximum pour ne pas être détecté par les outils de sécurité traditionnels qui sont déployés sur l'infrastructure, et donc effectivement de pouvoir exfiltrer des données sensibles et confidentielles à l'extérieur de la société. Donc une deuxième problématique qu'on voit arriver, c'est effectivement tout ce qu'on peut voir dans un contexte qui est purement interne à l'entreprise. Donc ce qu'on dit habituellement, c'est que toutes les failles qui sont internes dans une entreprise peuvent être bien plus importantes en termes donc d'impact que celles qui sont éventuellement disponibles, je dirais, sur Internet. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, un utilisateur qui est à l'intérieur d'une organisation a bien sûr bien plus d'accès et bien plus de données sur l'infrastructure, sur les serveurs et sur les applications que ce qui est publié tout simplement sur Internet par cette même organisation. Donc du coup, le risque interne est vraiment très important. Donc bien sûr, ça, c'est pas quelque chose qui est inconnu pour les entreprises. Donc elles ont bien sûr déployé un certain nombre de solutions. Et par exemple, on a vu effectivement beaucoup de produits, de systèmes donc qu'on appelle des DLP, Data Loss Prevention, qui ont été déployés pour justement inspecter le trafic, par exemple les emails ou le trafic web, et vérifier ce trafic pour vérifier si par hasard un utilisateur n'est pas en train d'essayer d'exfiltrer des données qui sont sensibles, critiques ou confidentielles à l'extérieur de la société. Donc ça, c'est un premier exemple d'utilisation effectivement d'un DLP. On a d'autres exemples du type effectivement des organisations qui doivent se conformer à des normes de type PCI DSS, par exemple, ne doivent en aucun cas pouvoir accéder ou conserver des données donc financières, privées, par exemple, sur leur infrastructure propre. Donc, ce qu'on voit ici sur le slide, par exemple, c'est cet exemple-là, où effectivement, on a des utilisateurs qui remplissent, par exemple, un formulaire sur un site web. Dans ce formulaire, il y a peut-être à un moment donné le numéro de carte bleue qui est demandé. Et n'empêche, quand ce formulaire est envoyé dans l'entreprise, l'outil de DLP est là, par exemple, pour pouvoir intercepter cette demande-là et pouvoir faire en sorte que le numéro de carte bleue soit modifié, soit en fin de compte caché, avant d'être enregistré sur les serveurs de l'entreprise. D'accord? Et si tu peux, effectivement, Thomas, donc faire avancer un petit peu, voilà, tout à fait. Et effectivement, on a donc le cas inverse du DLP qui, effectivement, va, comme je l'ai dit tout à l'heure, filtrer aussi tout le trafic web ou email pour vérifier qu'aucune donnée sensible ne sort par ce type de trafic. Bon, donc le DLP, c'est quelque chose de très important. C'est un exemple, effectivement, donc, de produit de sécurité qui est très utilisé dans les entreprises pour effectivement se protéger contre ce type de menace. Maintenant, le problème, c'est que certains DLP ne savent pas ou ne peuvent pas déchiffrer le trafic chiffré. Et du coup, typiquement, les entreprises, elles n'ont pas d'autre choix que de laisser le trafic en question passer à travers le DLP, tout simplement pour éviter de bloquer du trafic business ou des services et mettre à mal tout simplement le business de la société. Voilà, donc un autre cas d'utilisation très important, c'est effectivement l'utilisation d'Office 365.
Donc, on voit effectivement que les entreprises utilisent de plus en plus ce type de service et utilisent aussi, d'ailleurs, de manière plus générale, de plus en plus de services en mode SaaS. Donc ici, on prend l'exemple d'Office 365 parce que c'est un exemple qui est très très connu, mais en réalité, les mêmes problèmes pourraient se présenter avec d'autres services en mode SaaS. Donc ici, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, c'est pas forcément problématique. C'est-à-dire que n'importe quel firewall ou proxy basique aujourd'hui peut effectivement valider qu'une adresse IP de destination appartient bien à office.com ou que le FQDN demandé est bien un FQDN qui se termine par office.com, par exemple. Mais par contre, ce que fait l'utilisateur dans office.com, ça, c'est une autre histoire. Donc est-ce que, par exemple, l'utilisateur ne se connecte pas à une instance personnelle d'Office 365 pour utiliser, par exemple, ses emails personnels et exfiltrer des données qui sont sensibles? Donc, l'idée ici, c'est de dire qu'on ne peut pas uniquement vérifier, valider les adresses IP destination ou les hostnames qui sont utilisés et dire, bah, OK, c'est bien du Office 365, donc tout va bien. Mais il faut être aussi capable de pouvoir déchiffrer le trafic pour comprendre ce que l'utilisateur fait dans Office 365, pour comprendre si l'utilisateur est connecté au tenant de la société ou à un tenant qui est personnel. Et effectivement, à ce moment-là, bah, prendre des décisions diverses ou variées en fonction du critère de sécurité qu'on veut mettre en place. Et ça, évidemment, c'est bien sûr un gros problème à gérer pour les entreprises puisqu'il faut pouvoir déchiffrer le trafic SSL pour pouvoir mettre en œuvre ce type de politique. Donc, autre, effectivement, et dernier cas, je dirais, un peu problématique pour les sociétés à ce niveau-là, c'est toutes les attaques chiffrées qui vont entrer dans vos applications internes. Donc, comme on l'a vu, on a bien sûr énormément d'attaques, je dirais, qui vont se présenter lorsque les utilisateurs vont se connecter à Internet, mais on a exactement les mêmes défis à gérer vis-à-vis, je dirais, du flux qui va entrer dans l'entreprise à destination des applications que vous hébergez dans vos data centers. Donc, on a effectivement des attaques classiques qu'on appelle typiquement du SQL injection ou de la manipulation de paramètres dans l'application. Donc là, effectivement, sur du flux en clair, on n'a pas de soucis particuliers, mais à partir du moment où les solutions de sécurité vont être déployées inline ou en mode TAP, en mode écoute, en mode TAP, et vont devoir effectivement inspecter du trafic SSL, on va avoir les mêmes problématiques qu'on a avec les outils traditionnels de sécurité. Certains outils vont pas être capables de déchiffrer, soit parce qu'ils n'ont pas tout simplement du déchiffrement SSL embarqué, ou ils supportent pas les protocoles en question, ou tout simplement ils n'ont pas les niveaux de performance qu'il faudrait avoir. Et donc à ce moment-là, encore une fois, aussi dans ce type d'infrastructure, on va créer des blind spots et une incapacité éventuelle à pouvoir visualiser ce que comporte le trafic qui rentre et effectivement pouvoir bloquer toutes les attaques et menaces qui pourraient se présenter. Est-ce que le protocole TLS, ARI, est-il plus sécurisé ou est-ce qu'il est, bien sûr, lui aussi, plus sujet à des attaques? Alors, c'est une très très bonne question. Donc effectivement, donc on parle souvent de TLS, qui est effectivement le protocole aujourd'hui qu'on utilise pour mettre en œuvre du chiffrement qu'on appelle généralement du SSL. Et en fait, ce fameux TLS existe sous plusieurs versions. Donc historiquement, on avait la version 1, la version 1.2, on le verra tout à l'heure, la version 1.3. Le souci effectivement qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, c'est qu'on a des attaques qui vont être assez sournoises. Donc si tu peux effectivement animer juste le slide. En fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on a des malwares qui vont par exemple créer des handshakes, donc des connexions SSL qui semblent complètement génériques, mais dès que le proxy, par exemple le proxy web, va autoriser et laisser passer ce fameux handshake initial, le malware, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'utiliser un protocole de chiffrement qui est, par exemple, propriétaire, pour justement essayer de bypasser les contrôles de sécurité. Parce que ce qu'on souhaite effectivement mettre en œuvre, c'est que si le protocole n'est pas compris par l'équipement de sécurité, et effectivement, l'équipement de sécurité va généralement laisser passer le trafic sans le déchiffrer, puisqu'il ne sait pas le déchiffrer. Donc, prochaine animation, s'il te plaît. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est d'autres, effectivement, malwares. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
c'est éventuellement essayer d'utiliser des algorithmes de chiffrement qui ne sont pas supportés, mais des algorithmes de chiffrement qui ne sont pas supportés, pas forcément parce qu'ils sont propriétaires, mais parce que, par exemple, ils sont très très vieux, et donc ils sont plus développés dans les outils de sécurité, ou parce qu'au contraire, ils sont très très récents, et que les outils de sécurité n'ont pas forcément mis à jour leur stack SSL avec les dernières versions donc de protocoles de sécurité. Donc toujours effectivement dans ce but donc de bypasser les équipements de sécurité et de porter les attaques de manière, je dirais, cachée dans le trafic. Donc le TLS, c'est quelque chose qu'on met en œuvre parce qu'effectivement c'est obligatoire et ça met en œuvre de la sécurité et ça met en œuvre le chiffrement. Mais le TLS en tant que tel et les algorithmes de chiffrement peuvent eux-mêmes être utilisés en fonction de leur version et de leur ancienneté pour bypasser les équipements de sécurité. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en août 2018, donc il y a un peu plus d'un an, une nouvelle version de TLS a été ratifiée. Donc, la version 1.3. Donc, on en a entendu beaucoup parler de cette version-là. Pourquoi? Parce qu'elle va amener de nombreuses améliorations en termes de sécurité et des améliorations aussi en termes de déploiement, de capacité de déploiement. Donc, on voit ici sur le slide, effectivement, tous les avantages que va avoir et que a aujourd'hui cette nouvelle version de TLS. Mais celle qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est effectivement l'utilisation obligatoire de ce qu'on appelle le PFS. Donc le PFS, en fait, était un protocole, enfin, un système, un fonctionnement qui était optionnel en version 1.2 et qui est rendu obligatoire en version 1.3. Pourquoi le PFS, c'est quelque chose qui peut être problématique? C'est parce qu'en fait, le principe du PFS, c'est de rajouter de la sécurité. Et comment il fait ça? Tout simplement en mettant en œuvre un système dans lequel on va utiliser des clés éphémères de chiffrement qui vont être dynamiquement créées au cours d'une même session TLS. Et donc ça c'est un avantage en termes de sécurité, puisqu'effectivement, pour un pirate éventuel qui écoute sur le réseau, ça va devenir très compliqué, voire impossible, effectivement, de déchiffrer les flux. Mais par contre, le problème, c'est que du coup, tous les outils qu'on a déployés en mode écoute et typiquement en mode qu'on appelle dans mode TAP, ne vont plus pouvoir déchiffrer le flux qu'utilise donc ce fameux PFS. Parce qu'on ne va pas pouvoir, on n'aura aucun moyen, je dirais, à l'avance, de deviner ou de copier des clés privées publiques pour pouvoir déchiffrer le trafic qui va se présenter. Ça, c'était possible quand on utilisait du RSA, pour tous les systèmes d'échange de clés. Mais le RSA est désormais remplacé dans cette version de TLS par le PFS, et le PFS a cette particularité qui l'empêche effectivement de prévoir quoi que ce soit en termes de clés de chiffrement. Donc, ça rajoute de la sécurité, mais ça rend complètement aveugle tous les outils de sécurité qui fonctionnent en mode TAP. Et cette tendance, si je peux ajouter une précision, cette tendance va aller en s'améliorant et ne va pas disparaître, pardon, parce que tout le monde conseille et tout le monde pousse pour le PFS. C'est quelque chose qui est aujourd'hui dans les bonnes pratiques et que tout le monde va tenter de déployer à terme. Harry, pourquoi est-ce qu'on utilise de l'orchestration SSL dans tout le tableau que vous avez dépeint, hein, vous dites précisément que malgré tous les styles, les styles de protocole qui existent, le danger est toujours perceptible, et même si le PFS est une solution supplémentaire pour sécuriser les communications, comment est-ce qu'on utilise le SSL et comment l'orchestration SSL, comment est-ce qu'elle peut aider justement à renforcer la sécurisation de ces protocoles? Oui, alors effectivement, donc on a vu effectivement toutes les nouveautés qui arrivent en SSL avec le TS 1.3, le PFS, les certificats gratuits, etc. On a vu effectivement que du coup ça a amené beaucoup de menaces potentielles, hein, du coup, qui peuvent se propager grâce au trafic qui est chiffré et grâce notamment à ces nouveaux systèmes de type PFS qui vont rendre un certain nombre d'outils de sécurité complètement aveugles. Donc le dernier point majeur dont on doit parler, effectivement, Thomas, c'est comment on peut redonner de la visibilité dans le trafic chiffré à tous ces outils de sécurité qui sont déployés dans les environnements de nos clients, et comment on peut plus généralement orchestrer ce trafic SSL au sein de l'entreprise. Donc, ce que propose F5, c'est de faire cela grâce à une solution d'orchestration du trafic SSL qu'on appelle tout simplement le SSL Orchestrator.
Donc l'idée, c'est d'avoir en fait une seule et même plateforme dans laquelle on va pouvoir manager tous les éléments qui vont rentrer en compte dans le SSL. Ça veut dire qu'on va pouvoir, de manière complètement centralisée, définir quels sont les protocoles qu'on veut utiliser, qu'on va autoriser, quels sont les algorithmes de chiffrement qu'on souhaite utiliser, qu'on souhaite autoriser ou interdire, et quels sont bien sûr aussi les certificats ou les autorités de certification qu'on autorise de la même façon. Donc ça, c'est une chose. On va aussi pouvoir gérer tout le déchiffrement au sein d'une seule et même plateforme. Donc, au lieu de déchiffrer, rechiffrer, déchiffrer, rechiffrer sur chacun des outils de sécurité quand ils en ont la capacité de le faire, on va déchiffrer et rechiffrer une seule fois, à savoir au sein du SSL Orchestrator. Et le dernier élément, effectivement, que va pouvoir mettre en œuvre cette solution, c'est ce qu'on appelle l'orchestration en tant que telle, c'est-à-dire on va pouvoir mettre en place des politiques de trafic, des politiques de flux, pour décider vers quel outil de sécurité on va envoyer tel ou tel trafic qu'on vient de déchiffrer. Donc, par exemple, le SSL Orchestrator récupère un certain type de trafic, il va le valider, il va le déchiffrer au niveau SSL, il va vérifier que les certificats sont les bons, que les autorités de certification sont les bonnes, sont bien celles qu'on autorise, que tout est OK au niveau des protocoles de chiffrement, etc., etc. Il va déchiffrer le trafic, et une fois qu'il a déchiffré, on va pouvoir dire, voilà, ce trafic-là, je souhaite le faire passer dans mon firewall Next Generation, après vers un IPS, et peut-être en définitive vers un proxy web, ou vers un DLP. D'accord? Donc, en fonction du trafic qu'on aura déchiffré, on va envoyer le trafic en clair vers une chaîne d'outils d'inspection en fonction du contexte du trafic en question. Donc, du coup, avec le SSL Orchestrator, on va éliminer tous les blind spots et donc on va redonner toute la visibilité sur le trafic à tous les produits de sécurité qui sont déployés sur l'infrastructure, tout en améliorant aussi les performances globales. Et ça, bien sûr, aussi bien pour les flux entrants que pour les flux sortants. Donc, outre le fait de pouvoir effectivement mettre en œuvre cette capacité de manière centralisée de déchiffrement des flux SSL, d'orchestration des flux SSL, on peut voir en fin de compte, si on résume, 4 principaux cas d'utilisation d'une plateforme d'orchestration SSL comme on peut la proposer. Il y a bien sûr le premier cas d'utilisation qui est de pouvoir donner la visibilité sur le trafic SSL, TLS qui va sortir de l'entreprise, donc dans le but effectivement de détecter et d'arrêter toute exfiltration, je dirais, de données confidentielles ou de communication entre des malwares et des serveurs, je dirais, externes. Deuxième cas d'utilisation, c'est la même chose mais pour le trafic entrant, donc pouvoir effectivement avoir la visibilité sur le trafic chiffré qui rentre dans votre infrastructure et qui est à destination des applications que vous hébergez, qu'on héberge chez nos clients. Donc l'idée effectivement ici, c'est de protéger les applications hébergées dans les infrastructures de nos clients contre toutes les menaces qui pourraient se cacher dans le trafic chiffré. Troisième cas d'usage, c'est tout simplement la centralisation du contrôle SSL et TLS. Donc l'idée là, c'est de vérifier, de valider les versions de TLS, les protocoles de chiffrement, les certificats, etc. qui sont utilisés et de globalement diminuer en fin de compte la complexité du management qu'on a à gérer traditionnellement quand on doit gérer le trafic chiffré de manière standard dans les entreprises. Et le dernier cas d'usage qu'on pourra avoir, c'est effectivement ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, c'est de pouvoir inspecter le trafic vers Office 365 ou plus généralement, encore une fois, vers n'importe quel service en mode SaaS pour valider ce que l'utilisateur fait réellement quand il est connecté au service et pas uniquement valider les IP de destination ou les FQDN et noms de domaine qui sont utilisés par l'utilisateur. Donc, ce qu'on peut faire là, donc ce que je propose, effectivement, c'est de faire un petit focus sur chacun de ces cas d'utilisation et voir un petit peu plus dans le détail comment on va pouvoir aider les entreprises à gérer les différentes problématiques et les différents cas d'usage. Donc, premier cas d'usage qu'on a vu, effectivement, c'est le focus sur le trafic sortant. Donc, on a des utilisateurs qui souhaitent effectivement se connecter sur Internet à des services divers et variés. Et donc, l'idée ici, c'est de faire en sorte d'inspecter le flux chiffré à destination d'Internet pour effectivement pouvoir valider ce qu'il contient. Donc ici, en fin de compte, ce que va faire le SSL Orchestrator, comme on le voit sur le slide, il va tout simplement centraliser tout le management et le déchiffrement du trafic. Et en fonction de nombreux critères, donc ça peut être les adresses IP, source, destination, ça peut être la catégorisation des URL,
ça peut être la géolocalisation des IP sources et des IP destinations, ça peut être la catégorisation d'une IP, hein. On peut par exemple catégoriser une adresse IP de destination pour valider si elle appartient ou n'appartient pas à une catégorie reconnue comme étant malveillante, etc., etc. À partir de tous ces critères-là, on va être capable de rediriger le trafic vers telle ou telle chaîne de produits de sécurité. Donc, par exemple, on peut avoir du trafic qui vient d'un certain client dans un range d'adresse IP très spécifique, d'accord, qui se connecte sur un site appartenant à une catégorie X ou Y, et sur cette base-là, on va décider où envoyer le trafic déchiffré par le SSL Orchestrator. Donc, par exemple, est-ce qu'on doit envoyer ce trafic au firewall Next Generation et à travers le DLP, ou est-ce qu'on doit, par exemple, juste envoyer le trafic au DLP pour vérifier, par exemple, une connexion à un service SaaS X ou Y. Voilà. Donc ça, c'est le premier use case dans lequel, effectivement, on va pouvoir utiliser le SSL Orchestrator. On a vu le premier use case qui était l'orchestration du flux SSL sortant. Donc effectivement, pour le trafic entrant, c'est très très similaire au cas précédent. Bon, la différence principale est juste au niveau des solutions de sécurité qui vont être utilisées et déployées dans ce type de use case, hein. Donc on n'a pas forcément les mêmes outils de sécurité ou les mêmes outils d'analyse. Typiquement, ici, on va plutôt retrouver des firewalls applicatifs web, on va retrouver des reverse proxy, on va retrouver éventuellement des systèmes qui écoutent de manière passive, du style IDS ou IPS, où on va aussi retrouver, ce qu'on retrouve aussi beaucoup, ces outils d'analyse du trafic, d'analyse du business, qui vont servir aux entreprises à comprendre comment leurs applications et leurs services sont utilisés par les utilisateurs, par les clients, pour pouvoir effectivement faire de la business intelligence, du big data et retirer de l'information d'utilisation des applications. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, on peut faire exactement le même type de politique qu'on a vu préalablement, hein. Donc, en fonction de critères divers et variés, encore une fois, adresse IP, nom de domaine, réputation d'adresse IP, etc., etc., on va pouvoir rediriger le flux déchiffré par le SSL Orchestrator vers une chaîne de sécurité spécifique. Voilà. Voilà, donc ça c'est le use case pour les flux sortants. Troisième, effectivement, use case, c'est ce qu'on a vu, c'est effectivement la capacité à pouvoir centraliser et faciliter la gestion du SSL de manière globale. Et un des cas très importants, et pourquoi on souhaite faire ça, c'est effectivement pouvoir gérer cette fameuse problématique qui est amenée par l'utilisation du PFS. Le PFS, on l'a vu, rend effectivement, je dirais, invisible rend, je dirais, aveugle certains outils de sécurité qui travaillent en mode TAP. Donc l'idée ici, c'est de dire qu'effectivement, le SSLO, il a une capacité qui est très très importante, c'est qu'il a été développé sur une architecture de type full proxy. Donc ça, c'est un modèle de fonctionnement qui est très important parce que ça va permettre au SSLO de gérer deux sessions SSL qui sont complètement indépendantes d'une par rapport à l'autre. Donc on va avoir une session SSL qui est gérée avec le client et une autre session SSL qui va être gérée avec le serveur. Donc on va gérer un SSL uncheck, une initiation de connexion SSL avec le client et une autre complètement différente avec le serveur. Et donc on va pouvoir aussi gérer des algorithmes de chiffrement qui pourront être complètement différents côté client et côté serveur. Donc ça c'est très important parce que grâce à cette architecture en mode full proxy qui sépare les connexions SSL de chaque côté, on va pouvoir avec le SSLO par exemple pouvoir mettre en œuvre du PFS côté client et côté serveur. Mais n'empêche, grâce à notre capacité de déchiffrement au milieu de ces deux communications, on va pouvoir envoyer du trafic en clair vers tous les outils qui sont en mode TAP, de manière à leur donner toute visibilité sur le trafic. Donc ça, c'est très important. Et une autre chose qui est très importante aussi par rapport au mode, je dirais, architecture full proxy, c'est la capacité au SSL de pouvoir définir côté client et côté serveur quels sont les protocoles et les versions de TLS qu'on autorise ou qu'on interdit. Ce qui permet effectivement de bloquer les versions de TLS qui sont effectivement usurpées ou qui ne sont pas les bonnes, et les protocoles propriétaires divers et variés que pourrait utiliser un malware X ou Y. Le dernier cas d'usage, c'est le cas Office 365. Hein.
ou encore une fois n'importe quel service en mode SaaS. Donc ici, l'idée en fait, c'est qu'on doit voir, on ne veut pas faire uniquement, je dirais, de l'orchestration SSL ou du déchiffrement SSL. Donc le déchiffrement SSL, encore une fois, est très important parce qu'il va pouvoir donner la visibilité à tous les outils de sécurité sur ce que fait exactement l'utilisateur dans Office. La chose qui peut être très importante, c'est d'avoir en fin de compte une solution qui soit beaucoup plus complète que ça. Par exemple, on doit pouvoir aussi authentifier les utilisateurs avant de leur donner accès aux services demandés. Donc, avec SSL Orchestrator, non seulement on va pouvoir donner la visibilité aux différents outils de sécurité sur ce que fait réellement, je dirais, l'utilisateur dans les différents services sur lesquels il est connecté, mais on va aussi pouvoir authentifier les utilisateurs. Donc, on va pouvoir les authentifier, par exemple, sur un Active Directory, où on va pouvoir faire, par exemple, une authentification de type multifacteur, etc., etc., dans le but, effectivement, de vérifier que l'utilisateur a bien le droit d'accéder au service en question. L'autre chose qui peut être extrêmement intéressante, mais là qui est propre à Office 365, donc mis à part la prise en charge de l'authentification, le déchiffrement SSL et l'orchestration, c'est le fait de pouvoir décider si on souhaite restreindre l'utilisateur aux tenantes de l'entreprise. Donc, en résumé, est-ce qu'on autorise l'accès aux utilisateurs à des composants Office qui ne font pas partie de l'entreprise? Donc, typiquement, le compte Office 365 personnel de l'utilisateur, par exemple. Est-ce qu'on autorise un utilisateur à se connecter à ce type de tenante? Donc, ce qu'on peut faire avec le SSL Orchestrator, grâce à sa capacité notamment de travailler en mode full proxy, encore une fois, c'est qu'on va pouvoir injecter des entêtes dans les requêtes HTTP avant d'envoyer les requêtes à destination d'Office 365. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Office 365 met à disposition un entête qui est spécifique et qui va définir dans sa valeur les tenantes autorisées pour un utilisateur. Donc le SSL Orchestrator, comme il travaille en mode proxy, il est capable d'intercepter les requêtes, de les chiffrer, de les rechiffrer, etc. Mais avant d'envoyer les requêtes, il est capable de reconstruire la requête et éventuellement de rajouter ce fameux entête. Et dans ce fameux entête, le SSL Orchestrator va bien sûr pouvoir mettre en tant que valeur les tenantes qui sont propres à l'entreprise. Et donc, on va être capable comme ça d'interdire des connexions vers des tenantes qui sont personnelles ou des tenantes qui n'appartiennent pas à la société. Et donc, on va pouvoir éviter, par exemple, l'utilisation d'adresse email personnelle dans Office pour exfiltrer des données ou l'upload de fichiers confidentiels vers un drive qui est externe et qui est dans le Office 365 personnel d'un utilisateur. Donc, on a vu, donc, déchiffrer, effectivement, c'est une chose, mais c'est surtout très important de le faire le plus rapidement possible et sans impact, si possible, bien sûr, sur les temps de réponse utilisateurs. D'accord? Donc, il faut aussi pouvoir supporter un maximum de protocoles et d'algorithmes de chiffrement, comme on l'a vu. Donc, ça, c'est très, voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a vu le SSL Orchestrator, il sait faire tout ça. Donc, il sait déchiffrer, il supporte un maximum d'algorithmes et de protocoles. Il sait effectivement faire ça de manière très performante parce qu'on va effectivement mettre à disposition des machines qui utilisent donc des cartes SSL embarquées pour pouvoir effectivement gérer ça au niveau matériel. Mais on peut aussi avoir de très très bonnes raisons de ne pas vouloir déchiffrer un flux. Donc, par exemple, on peut ne pas vouloir déchiffrer un flux ou certains trafics pour des raisons légales ou de conformité. Hein. Typiquement, ici, on a un bon exemple sur le slide. On a en France, par exemple, les sites financiers, les sites bancaires. On peut ne pas vouloir, pour des raisons légales ou de confidentialité, de sensibilité des données, de ne pas vouloir déchiffrer ce type de flux. De la même façon, on peut avoir ce type de use case avec les sites qui mettent en avant, je dirais, des données de santé, pour lesquelles, effectivement, on peut ne pas vouloir déchiffrer. Donc ça, c'est un cas, effectivement, qu'on va pouvoir gérer avec le SSL Orchestrator. On va pouvoir, effectivement, mettre des règles qui permettent de bypasser le déchiffrement pour certains types de trafic, qui peuvent non seulement se baser sur les critères dont on a déjà parlé, mais aussi sur la catégorisation du service.
On a aussi des cas où on n'a pas que, par exemple, du protocole HTTP ou HTTPS, d'accord? Et on a certaines solutions de sécurité qui travaillent uniquement sur l'HTTP et l'HTTPS, mais qui ne savent pas travailler sur d'autres types de protocoles. Donc, il est inutile d'utiliser ces solutions de sécurité si elles ne savent pas travailler sur le protocole en question. Donc, ce qu'on va pouvoir aussi faire avec le SSL Orchestrator, encore une fois, grâce à tous ces mécanismes de classification du trafic, c'est de dire, si par hasard, comme c'est dans l'exemple ici sur le slide, on a de l'HTTP ou de l'HTTPS, on envoie le trafic vers un certain nombre d'outils de sécurité qui supportent bien sûr ces protocoles-là. Par contre, si c'est un autre type de protocole, par exemple, c'est peut-être pas la peine d'envoyer vers un proxy web du protocole qui n'est pas du web, parce que, il va pas savoir l'utiliser, ça risque de faire des bugs, ou le trafic va peut-être être bloqué, ou en définitive, la plateforme va travailler pour rien et ça va abaisser ses performances. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, si c'est pas de l'HTTP ou de l'HTTPS, j'envoie pas mon trafic vers mon proxy web, j'envoie pas mon trafic vers mon outil donc de protection contre les menaces avancées, mais je peux peut-être tout simplement l'envoyer vers mon firewall next generation et un IPS ou un IDS de manière générique pour effectivement qu'il travaille sur les éléments au niveau IP, au niveau TCP et IP, et puis ensuite le trafic va ressortir de manière chiffrée à destination. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder à un niveau effectivement plus bas, pour plus détaillé, je dirais, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fin de compte et comment ça fonctionne. Donc, ici, en fait, on a un utilisateur qui se connecte à Internet. Donc, le trafic arrive au SSLO, et sur la base de la classification qui est faite, on voit ici la politique qui va être utilisée, à savoir que le trafic HTTPS va être déchiffré, puis envoyé en clair à 4 équipements de sécurité. D'abord la Web Gateway, puis une fois que le trafic sort de la Web Gateway, on l'a fait suivre à un DLP, en ICAP par exemple, puis à un IPS en mode TAP, et enfin, éventuellement, Firewall Next Generation, en mode routage par exemple. Et une fois que toutes ces plateformes de sécurité ont inspecté le trafic en clair, le trafic revient une dernière fois dans le SSLO pour être rechiffré vers la destination initialement demandée. Donc, maintenant, autre exemple, on a effectivement un autre protocole qui se présente. Donc, on peut mettre en place une autre politique de sécurité. Donc, dans notre exemple ici, la Web Gateway elle ne sert plus puisque c'est pas un protocole de type web. Peut-être aussi que le DLP c'est pas travailler sur cet autre protocole. Donc, on va donc juste déchiffrer le trafic et l'envoyer en clair vers un IDS, par exemple, en mode TAP, et puis éventuellement vers le Firewall Next Generation, pour encore une fois, finalement, rechiffrer et envoyer à destination le trafic. Troisième cas, donc dans notre exemple, on peut décider de bypasser le déchiffrement. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, effectivement, si le site est catégorisé comme un site financier, par exemple, dans notre exemple, on ne va pas déchiffrer, on va faire un bypass de déchiffrement. On va quand même envoyer le trafic qui est toujours chiffré vers, par exemple, le firewall de Next Generation, pour qu'il fasse quand même son travail classique pour valider, par exemple, les adresses IP ou ce qui se passe au niveau TCP. Et puis ensuite, le trafic va sortir sans avoir été modifié, donc sans avoir été déchiffré, rechiffré, etc., vers la destination. Et donc, effectivement, le dernier cas qu'on voit ici, qui s'appelle test trafic, est très important. Ça, c'est un autre avantage de la solution SSLO, c'est de pouvoir avoir la capacité à faire évoluer une infrastructure très facilement. Et notamment de pouvoir monitorer et surveiller la disponibilité de chacun des équipements de sécurité. Donc, en fait, il n'est pas impossible qu'on ait des problèmes de disponibilité sur tel ou tel élément de sécurité. On peut avoir des problèmes de performance ou d'indisponibilité, par exemple. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le SSLO, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais il intègre aussi des fonctions de répartition de charge. Donc, ça peut être très, très simple de rajouter de manière complètement transparente, par exemple ici, une deuxième instance de Firewall Next Generation pour juste augmenter les capacités. Et si par hasard, on détecte qu'un IDS ou un autre élément de la chaîne est indisponible, parce que le SSLO passe son temps à monitorer la disponibilité de ces équipements-là, alors on va pouvoir décider dans le SSL Orchestrator
si on décide de bloquer le flux en considérant que la sécurité est très importante et c'est pas une option, ou est-ce qu'en fin de compte, on va bypasser l'élément qui est indisponible pour privilégier le service. Et enfin, pour finir, vous pouvez aussi avoir besoin de tester un nouveau service ou une nouvelle solution pour voir comment il se comporte d'un point de vue sécurité. Donc, par exemple, ici, vous pouvez vouloir tester un nouveau DLP en mode ICAP, par exemple. Donc, avec le SSLO, ça va être très facile parce qu'il va être vous allez pouvoir créer une politique de classification de flux particulière qui va définir le trafic de tests que vous souhaitez envoyer dans ce nouvel équipement de sécurité que vous souhaitez tester pour valider comment il va se comporter dans la chaîne de sécurité et s'il répond ou pas à vos besoins ou à vos nouveaux besoins. Donc, le SSLO va aussi vous donner cette capacité à pouvoir faire évoluer l'infrastructure de manière très simple, pouvoir monitorer la disponibilité des équipements de sécurité, éventuellement décider de bypasser un équipement qui sera indisponible. Et enfin, il vous donne cette capacité à pouvoir tester très facilement une nouvelle solution. Harry, je te propose de passer un tout petit peu plus vite sur les prochains slides, le temps passant relativement vite. On va atteindre l'heure de résumer un tout petit peu plus les slides. Donc voilà. Donc, toutes les solutions de sécurité que vous déployez sur vos infrastructures, évidemment, elles sont diverses et variées. Elles nécessitent toutes des déploiements qui sont très particuliers. Donc, certaines travaillent au niveau 3, d'autres vont travailler au niveau 2, d'autres travaillent au niveau avec un TAP qui sont de manière passive à travers un TAP, d'autres travaillent avec le protocole ICAP, etc., etc. Donc, toutes ces solutions sont sont très différentes. Donc, il faut savoir qu'avec le SSL Orchestrator, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle solution, quelle que soit la topologie dans laquelle cette solution doit être déployée. Donc, effectivement, on a l'habitude de dire que la complexité est l'ennemi numéro 1 de la sécurité. Donc, on a développé chez F5 une interface graphique extrêmement simple, extrêmement intuitive, avec un wizard qui va vous conduire dans toutes les étapes de configuration. Et là, par exemple, on voit l'étape dans laquelle vous allez définir comment travaille un outil de sécurité en particulier. Est-ce qu'il est fait du niveau 2, du niveau 3, du explicite, de l'implicite, etc., etc., de manière graphique et de manière très simple. De la même manière, on a travaillé avec énormément d'éditeurs sur le marché. Donc, vous voyez ici un certain nombre d'éditeurs que vous devez très certainement reconnaître ou utiliser dans vos infrastructures. Donc, pour tous ces éditeurs-là, on a fait un travail d'ingénierie pour effectivement vous faciliter la vie, effectivement, à travers le wizard. Vous choisissez l'éditeur qui vous correspond et tout simplement, derrière, le wizard va configurer tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Et si par hasard, l'éditeur qui vous intéresse ne fait pas partie de la liste, c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir mettre en œuvre des services génériques. On le voit ici, par exemple, ICAP Service, L3 Inline, TAP, HTTP Service, etc., etc., qui vont quand même vous permettre de déployer très facilement des outils, n'importe quel outil de sécurité avec cet outil graphique de configuration. Donc, pour résumer en fin de compte les bénéfices de la solution donc SSL Orchestration, on peut en voir trois principaux. Un, bien sûr, on l'a vu, améliorer la posture de sécurité puisque tous les équipements de sécurité pourront avoir la visibilité dans le trafic chiffré et donc bloquer toutes les menaces. Deux, la diminution du TCO global de l'infrastructure parce que le fait de tout centraliser, de manager tout le management centralisé sur la plateforme SSLO facilite grandement la tâche. Au lieu de gérer des certificats, des clés et des algorithmes de chiffrement sur chacun des outils de sécurité, vous le faites à un seul endroit dans le SSL Orchestrator. Et bien sûr, on va aussi, pouvoir, dernier élément, améliorer la sécurité et la disponibilité grâce au fonctionnement aux fonctions de load balancing qui sont embarquées et de monitoring des différents outils de sécurité qui sont mis en place. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec la présentation, Thomas. Je pense que tu peux passer aux questions-réponses. Merci Harry, merci Jérôme. Et pendant vos prises de parole, on a eu une question. Je pense que Jérôme ou Harry, ou peut-être même les deux, vous pouvez répondre. La question est la suivante. Est-il nécessaire de déployer un certificat privé sur les périphériques clients? Alors, ça dépend si on veut faire. Vas-y, je te laisse, Harry. Oui, vas-y, Jérôme. Ça dépend si on veut faire de l'authentification du client. Ce qui est là un choix de stratégie de sécurité. Ça amène d'autres contraintes.
mais ça permet effectivement d'authentifier les clients et les serveurs, et donc d'authentifier les deux points de la chaîne. Ouais. Alors, je rajouterai par rapport à ce que Jérôme a dit, le cas où effectivement, on va séparer les deux use cases qui sont différents. Le use case de la gestion des trafics entrant dans l'entreprise et le use case pour le trafic sortant de l'entreprise. Là, la question, je pense, c'est par rapport au trafic sortant de l'entreprise, à savoir qu'effectivement, lorsque je vais vouloir déchiffrer des flux qui viennent des utilisateurs qui sont en entreprise vers des services Internet externes, pour pouvoir faire ça, je vais devoir effectivement présenter à mon utilisateur un certificat qui va être auto-généré dynamiquement par la plateforme SSLO. Donc, en fin de compte, l'utilisateur, quand il va se connecter, il va croire que le SSLO est le serveur. Et pour ça, en fait, le SSLO va lui présenter un certificat qui remplace le vrai certificat du service destination en craftant un certificat à la volée. Et effectivement, dans ce cadre-là, il faut que le poste client, le poste utilisateur, autorise l'autorité de certification qui a généré le certificat en question. Donc, au sein d'une entreprise, on utilise effectivement de la PKI pour faire en sorte que l'autorité de certification interne soit autorisée sur les postes clients et que donc le SSLO puisse présenter des certificats auto-créés de cette façon-là. Très bien, on a une autre question. Bonjour, en quoi votre solution Full Proxy résout le problème PFS? Je pense que ça s'adresse davantage à Harry, cette question. Oui, tout à fait. En fait, le problème PFS, il est vis-à-vis de toutes les solutions qui traditionnellement travaillent en mode pure écoute sur le réseau. Donc, traditionnellement connecté à un TAP ou un port miroir sur un switch, ce genre de choses. Traditionnellement, ces outils-là, pour qu'ils puissent déchiffrer le trafic à destination des applications, je dirais, internes à l'entreprise, ce qu'on faisait à l'époque, quand on travaillait en mode RSA, c'est qu'on copiait et on collait des clés publiques et privées du serveur web dans l'IDS ou dans l'IPS, d'accord? Ce qui donnait la capacité à l'outil en question de pouvoir déchiffrer les flux à la volée. Parce qu'avec le protocole RSA, on a cette capacité-là, pour ce genre d'outil, à pouvoir comprendre comment les clés de chiffrement sont générées grâce au fait d'avoir les fameuses clés privées publiques du serveur. Avec PFS, c'est différent parce que ces clés-là ne suffisent plus. En fait, les clés qui vont être générées par le PFS dynamiquement au cours d'une même session SSL ne dépendent pas uniquement des clés privées et publiques du serveur. Elles dépendent d'énormément d'éléments différents qui sont dans le trafic, des échanges entre sur le trafic, dans le protocole, etc. Donc, l'idée ici, c'est de dire, comme mon produit, comme le SSL Orchestrator travaille en mode proxification, il va être capable donc de conserver, si on le souhaite, le mode PFS entre le client et le serveur de destination. Donc ça, c'est un choix qu'on fait. On peut définir qu'on conserve ou qu'on casse le protocole. Mais en tout cas, en beau milieu de tout ça, le SSLO, il sait déchiffrer, puisque il est au milieu, il est en mode proxy, il gère une connexion SSL avec le client, il gère une connexion SSL avec le serveur, donc il a la visibilité sur tout ce qui se passe, côté client et côté serveur. Donc il déchiffre au milieu, et une fois qu'il a déchiffré au milieu, du coup, il peut envoyer le trafic déchiffré vers les outils d'inspection en mode TAP qui ont donc du coup, qui regagnent la visibilité sur le trafic chiffré qu'ils avaient perdu à cause de l'utilisation du PFS. Voilà. Harry, il y a encore une question, je pense que ça s'adresse à F5. Les flux VPN IPsec peuvent-ils être gérés par SSL Orchestrator? Voilà. Alors, ils peuvent effectivement traverser le SSL Orchestrator, mais ils ne pourront pas être déchiffrés. Le SSL Orchestrator a des capacités donc de déchiffrement et de rechiffrement sur le SSL ou le TLS. C'est pareil. Par contre, ce que pourra faire le SSL Orchestrator, c'est dire, OK, c'est reconnaître que c'est du protocole IPsec, sur la base des ports qui sont utilisés, du type de protocole de transport. Et à ce moment-là, on pourra mettre en place une politique de trafic spécifique pour ce flux-là, pour le faire transiter vers d'autres briques de sécurité ou l'envoyer directement à destination, ou etc., etc. Mais on ne pourra pas le déchiffrer. Pas sur SSLO, en tout cas. D'accord. Et encore une question, encore Harry. SSLO est-il un logiciel ou un couple logiciel et hardware? Ok. Il existe, SSL Orchestrator existe aux deux formats, c'est-à-dire que
vous pouvez l'acheter au format hardware. Donc à ce moment-là, on vous livre une appliance, une plateforme. Il existe aussi au format, je dirais, virtuel. Ce qu'on dit, c'est qu'on recommande fortement généralement la version matérielle, parce que pour déchiffrer le SSL, il vaut mieux avoir des grosses capacités en termes hardware, et les plateformes matérielles comportent des cartes de déchiffrement SSL qui sont embarquées et qui vont prendre tous les process de déchiffrement à leur compte. Donc c'est pas la CPU générique qui va être utilisée. Tout ça pour garantir des hauts niveaux de performance, ce que vous n'aurez pas effectivement en édition virtuelle. Donc ça existe quand même. Ça peut être utilisé pour des labs, pour des réseaux de recettes, de pré-prod. Ça peut être aussi utilisé pour de la production, à condition qu'effectivement le nombre de transactions SSL TPS soit pas trop importante. Voilà, mais les deux solutions existent. Très bien. Écoutez, déjà on a fait le tour de toutes les questions. Nous arrivons à la fin du temps qui était imparti. Jérôme et Harry, merci beaucoup pour la clarté de vos explications. Mesdames et messieurs qui vous avez fait le plaisir d'écouter le webinaire, j'espère que vous avez eu toutes les informations que vous recherchiez. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire tout aussi riche en informations. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.